Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, donc 1 heure pour débattre de l'actualité économique, politico-économique du moment. Énormément de choses autour de l'emploi, des retraites, vous avez sans doute suivi les évolutions. Je rendrai hommage d'ailleurs à ma consoeur des Échos qui, la première je crois, nous avait alerté la semaine dernière sur le fait que, boum, le sujet des retraites allait revenir. Il est revenu en force, il a décollé comme une fusée d'Elon Musk. Donc on va en discuter. Il y a toujours ces sujets dont on a parlé durant la semaine. Plein emploi, amélioration visiblement de la qualité des emplois. Et puis je vous en parlais il y a 2 jours, là, cette nouvelle tendance US, mais c'est du marketing RH, mais enfin ça me plaît bien. Donc la grande démission serait maintenant remplacée par le grand regret. Ce serait le retour. Les RH connaissent le phénomène qui s'appelle salarié boomerang aussi, donc voilà, quelque chose d'intéressant. Pour le reste, finances publiques, énergie, et puis on va finir, on en parlait il y a 2 jours, je veux finir l'affaire Uber, qui m'a quand même passionné, mais c'était pendant le mois de juillet, j'étais pas là, et donc je veux quand même en parler. Allez, c'est parti, c'est Bismart. C'est d'ailleurs, alors je vais présenter mes invités, Bertrand Martineau, salut Bertrand, notamment conseiller pour l'ensemble des questions d'emploi de l'Institut Montaigne, Léonidas Kalogiropoulos, salut Léonidas, donc entrepreneur et président d'Entrepreneurs pour la République, c'est ça Léonidas, voilà, et puis Julie de la Sablière, salut Julie, entrepreneuse aussi, et fondatrice, directrice de l'agence Little Wing. Non, juste un petit truc, c'était des petites histoires de journalistes, vous allez vous faire sourire. Dans les rédactions, globalement, vous avez 2 organisations. Soit vous avez des présentateurs de journaux qui sont très forts et personne n'a rien à dire, soit vous avez des rédactions en chef très fortes et personne n'a rien à dire. Ce qu'on retrouve un peu dans les organisations d'ailleurs, autour des métiers, etc. Est-ce que je parle à la compta? Est-ce que c'est la compta qui impose? Enfin bref. Et en fait, à la grande époque, le pape, c'est lui qui restera pour moi, pour ma génération, le pape, Patrick Poivre d'Arvor, vous aviez un truc qui survenait, un fait divers, un incident, etc. le vendredi soir. Il était traité 24-24, samedi, dimanche, par toutes les éditions. Lui, il revenait le lundi à 12h. Il disait, on va faire ce truc. Patrick, je crois qu'on a tout fait quand même là. Ah, mais j'étais pas là. Donc on recommence. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec l'affaire Uber, notamment avec toi, Léonidas. On le faisait il y a 2 jours avec Aziz Sénis, très intéressant. Donc voilà. Mais d'abord, retour des retraites, c'est quand même ça. Je ne sais pas comment vous vivez la séquence. Moi, j'ai envie quand même d'abord, en termes de communication et de politique, Julie, me tourner un peu vers toi. Parce que donc la séquence, c'est globalement, elle semble bel et bien enterrée. Le MEDEF, lors des universités d'été du MEDEF, dit oui, vous avez bien raison de l'enterrer. Priorité à la réforme de l'assurance chômage, c'est ça notre sujet, c'est l'emploi et les recrutements. Et puis la semaine dernière, là, milieu de semaine dernière, donc je le dis, moi c'est un papier de Cécile Cornudet dans Les Échos qui la première dit, le président a été très clair, il faut que s'arrête la petite musique de la démission sur la réforme des retraites. Et là, boum, non seulement on va la faire, mais alors on va la faire à la hussarde à travers un amendement dans le plan de financement de la sécurité sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je le dis très très vite, mais je pense que si vous suivez l'actu, vous avez suivi cette petite subtilité. Pourquoi faire ça? Parce que vous pouvez passer le PLFSS avec un 49.3 sans vous enlever le bénéfice du 49.3 pour un autre projet de loi durant la législature. Sinon, vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une fois. C'est par an ou par législature? J'ai un petit doute. Par an. Vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une fois par an, mais vous avez le droit de rajouter le budget. Voilà. Julie, pourquoi on est à la fin de l'année en même temps. Mais bon. Pourquoi ce passage à la hussarde là? Grande confusion, c'est sûr que c'est pas très lisible. On a l'impression qu'il veut éviter sur ce sujet-là la guerre de tranchées, et du coup il tente plutôt la guerre de position en étant là où on ne l'attend pas. Ouais, t'as raison. De profiter sans doute d'une opportunité et d'une fenêtre qui s'ouvre avec le PLFSS et en prenant tout le monde de court quelque part. On en a déjà parlé, cette réforme, elle est quand même très emblématique c'était la mesure la plus visible de son programme. Ouais. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? On en a déjà pas mal discuté, donc il ne voudra pas l'abandonner. Je pense que pour lui, c'était le symbole de « je continuerai à réformer dans mon 2e mandat ». Qu'il voulait imprimer, et donc s'il tente, je crois qu'ils sont en train de déjeuner en ce moment même avec la Première ministre pour décider ou pas s'ils font ce choix tactique
un peu à la hussarde. C'est vrai qu'en tout cas, la majorité est assez divisée sur, sur Parce cette que option. En parallèle, tu as quand même la séquence, juste comment ça s'appelait, Conseil national de la refondation, le dialogue. Concertation. Oui, qu'est-ce qui reste C'est encore à n'y rien comprendre. Ouais. Oui, quand même. D'abord, sur le Conseil national de la refondation, le débat perpétuel est un sujet sur lequel on peut s'appesantir. Non, je sais que là-dessus, Léonidas, tu avais eu une position que j'entends et qui d'ailleurs est revenue un petit peu la semaine dernière en disant il a quand même une masse critique, il a quand même du monde autour de lui sur ce Conseil national de la refondation, et donc pourquoi pas. Mais parlons des retraites. Mais qu'est-ce qui reste encore à débattre ou à découvrir dans le débat sur les retraites? Quand on débat, c'est pour se mettre d'accord sur les chiffres, les paramètres, les données. Tous les chiffres, tous les paramètres, toutes les données sont sur la table depuis longtemps. Alors attends, non, parce qu'il a donné une réponse qui est intéressante, mais qui est un petit peu contradictoire avec le passage en force. De ce que j'ai vu, l'idée, ce serait de dire aux syndicats, cette réforme va dégager des marges de manœuvre. Oui. Regardons ensemble à quoi on les Ça, c'est un emploie. sujet de débat. Eh ben voilà. Oui, mais pour pouvoir débattre de ce que l'on fait des marges de manœuvre, encore faut-il que l'on fasse la réforme. Et donc, je trouve que la question de savoir si oui ou non, pourquoi est-ce que le patronat est opposé à ce débat, c'est qu'on a vu la manière dont le pays était explosif, était capable de se braquer et de se paralyser toute l'économie française dans un moment aussi sensible qu'aujourd'hui autour d'une réforme qui n'aboutirait pas. Je comprends que l'on y réfléchisse à deux fois. Mais est-ce que véritablement on démine le risque de blocage en ajoutant des commissions au débat Ah non, mais le MEDEF, il a pas dit il faut débattre, il a dit il faut surseoir. On la fait pas. C'est simple. Mais il dit on ne fait pas pour ne pas bloquer le pays. Exactement. Donc la question est à un moment donné, est-ce que la seule manière d'éviter de bloquer le pays, c'est de rajouter des commissions aux commissions et aux commissions et aux rapports? Donc tu dis quoi? Va droit au but, Léonidas. Je pense que le risque qu'il prend, qui est un risque politique que je comprends, est un risque qui s'entend et qui est, en tous les cas, devant la nécessité de réformer et devant la nécessité qui est la nôtre d'opérer ces réformes pour que la confiance dans l'entreprise France ne chute pas. Je pense qu'il faut la faire. Si ce chemin-là aboutit, c'est un risque qu'il aura pris à bon escient. Si ce chemin-là aboutit, mais... non, mais je veux dire, s'il aboutit... La question, c'est... Il y aura... T'es quand même en train d'avancer sur le plongeoir de 10 mètres, là. Au bout, tu tombes. Non, mais, pardon, je ne sais pas comment on peut continuer à se demander comment, en vivant 8 ans de plus qu'à l'époque où on a mis la retraite à 60 ans, il n'est pas temps de faire quelque chose pour que les choses bougent et pour préserver nos retraites. Donc, non, je pense que tout ça s'explique. Il y a une fenêtre de tir. Moi, je ne crois pas qu'il manque une heure de concertation et de débat à ce sujet qui est connu de tous. Bertrand? Eh ben, je suis très très en ligne avec ce que vient de dire Léonidas. Je pense qu'on peut regretter, mais je ne suis pas communicant, les séquences de chaud et de froid. Enfin, je fais pas, je discute pas. Bon, bref, il y a sans doute beaucoup de confusion là-dessus. Mais sur le fond du sujet, effectivement, tout a été dit. Je ne vois pas ce qu'on peut concerter de plus. On connaît très bien le jeu des acteurs. Tous les chiffres sont sur la table depuis très longtemps. Et donc, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Tout le monde est d'accord pour dire que si on fait une réforme, il faut le faire plutôt en début de quinquennat. Donc, on y est. Et on ne va pas reporter la réforme en 2027. Il y a un moment... bon. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Et par ailleurs, effectivement, et c'est là qu'il faudra peut-être de l'habileté politique, c'est de faire porter le débat ensuite sur ce qu'on fait des marges de manœuvre. Là, on pourra discuter argent à ce moment-là. Mais effectivement, techniquement, le passer par le PLFSS, si c'est une réforme paramétrique, genre réforme Sarkozy de 2010, qui finalement est passée à peu près comme ça aussi. Oui, c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il le dit, parce que c'est effectivement... Même pas la réforme Balladur qui est passée à l'été 93. Mais ce ne serait pas la première qui passe par... Qui est quand même la plus grande réforme sur les finances publiques depuis 1945, quasiment, la réforme Balladur. Enfin, quand même, la désintégration des pensions, plus le passage de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans. Enfin, c'est quand même un paquet de dizaines de milliards d'euros chaque année, quand même. Bon, cette réforme qui est passée, effectivement, alors ça a été plus simple parce qu'elle ne touchait pas le secteur public, évidemment, mais enfin, quand même, ça a été fait. Donc, si c'est une réforme très simple, très paramétrique, compréhensible,
et qui ne fait pas un sort spécial aux régimes spéciaux, mais comme la retraite Sarko repousse l'âge de départ pour tout le monde de la même manière, voilà, il prend des risques, effectivement, mais ce serait sans doute encore plus risqué de continuer ces palinodies pendant des années et des années, après le passif qu'il a quand même. Après le passif de Levoix, qui a quand même été quelque chose d'assez terrifiant quand même, y compris d'ailleurs pour les partenaires sociaux qui se sont sentis floués, qui se sont sentis manipulés. Donc, pour paraphraser une phrase célèbre, je pense que c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Ouais, je comprends. Voilà. Sauf, je te reprends sur l'idée, je ne crois pas que ce soit un problème de... Moi, c'est ça depuis le début, de toute façon, avec ce président. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de stratégie. La communication, Julie te le dira mieux que moi, tu peux bien communiquer à partir du moment où tu as une stratégie. Là, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas un changement de pied brutal. Tu ne laisses pas s'installer cette petite musique autour notamment de l'université d'été du MEDEF. Donc c'était il y a 2 mois quand même, 1 mois. Allez, Non, pas du tout, il y a 3 semaines. il y a 3 semaines. oui. Tu ne laisses pas s'installer cette petite musique si tu as vraiment l'intention de le faire. Donc c'est là, moi, que j'ai un problème. Cette espèce c'est là de... où on a un président qui aime surprendre. Mais il ne lâchera jamais cette réforme. Oui, mais s'il avait... Il ne lâchera jamais cette réforme, elle est trop importante pour lui. Et Elle est effectivement, trop il faut- importante pour la France, je suis désolé. Et pour la France, Objectivement, non, mais et évidemment. pour nos finances, Mais du coup, s'il y a une fenêtre de tir pour la faire passer, et après, lui, il est jamais revenu dessus. Enfin, tu vois, Oui. donc tu dis, il laisse s'installer ses gouvernements. Après, je pense que voilà, et c'est là où il a parfois des tactiques. Et moi, je questionne son besoin de tout le temps surprendre. D'accord. En étant C'est ça. un espèce de maître des horloges tacticien. Et bon, il y a des coups qu'il a réussi et il y en a qu'il a raté. Mais en tout cas, il la fera et c'est effectivement sans doute le bon moment pour pas se dire on revient dans une guerre de tranchées où on reprendra le sujet. Le pire, c'est de Intéressant. ne pas se faire installer dans la guerre de tranchées. La seule chose, encore une fois, qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, c'est les palinodies. Alors, est-ce que c'est des erreurs de communication ou des changements de pieds stratégiques ? Je n'en sais rien, ou peut-être les deux. En tout cas, au point où on en est, voilà, au point où on en est, Non, c'est peut-être la meilleure solution pour fermer le dossier. Voilà. Vous m'avez convaincu. J'avoue. Bon, le fait est J'avoue. par ailleurs que... J'avoue, sauf à ceci près. Vous parlez de marge de manœuvre, de 2 choses l'une. Soit c'est une réforme indispensable pour les finances publiques, et alors il n'y a pas de marge de manœuvre. Parce qu'il faut, j'en sais rien, baisser massivement le coût du travail, point à la ligne. Il n'y a pas de marge de manœuvre. L'ensemble des gains, Oui. ils sont versés dans le budget, ils remboursent la dette, tout ce que tu veux, etc. Tu vois ? Si c'est pour dépenser à nouveau ce qu'on va gagner... On va pas revenir, je me souviens, c'était sous Christian Sauter, le débat sur la cagnotte. Bah oui, mais c'est un, tu vois, c'est un peu ça le truc, Oui, quoi, quand bon, même. maintenant, la réforme des retraites, elle assainit les finances publiques sur 20 ans. Donc, Bon. voilà, qui est Oui. un débat immédiat, Oui. ça n'épuise pas les bienfaits sur le long terme. En tout cas, les syndicats sont appelés à un échange avec le ministre du Travail. Ah, c'est nouveau, parce que d'habitude, c'est quoi ? Il y a négociation, concertation, Non, c'est échange. et maintenant, c'est échange. Échange, mais échange sur le dernier rapport du corps, puisque le dernier rapport du corps ça. a fort opportunément vu des déficits là où il ne les avait pas vus l'année dernière. Donc, C'est ballot. c'est ballot. Non, mais de toute C'est façon, ballot, mais ça tombe bien. Mais de toute façon, encore une fois, puis on en a déjà parlé ici, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut considérer effectivement que sous des hypothèses économiques raisonnables, le système est équilibré jusqu'en 2035, Oui, mais avec une pression sur les finances publiques de la part de l'État, des subventions de l'État d'une part, et puis un niveau de cotisation sociale absolument terrifiant. Donc l'équilibre se fait aujourd'hui au prix d'une pression terrifiante sur les finances publiques qui serait bien utilisée ailleurs. Et on peut débattre de comment les utiliser ailleurs. Ça peut aller de se consacrer aux endettements, c'est-à-dire aucune marge de manœuvre, jusqu'à effectivement financer, alors c'est ma marotte, l'effort de défense, de sécurité, le régalien. Je ne crois pas que c'est ça qu'il va dire à la Si c'est CFDT. pour continuer à faire Je crois des qu'il dialogues va dans tous faire les sens, non, évidemment, transition mais- écologique, mais non, Bien transition sûr, écologique. oui, c'est centrale nucléaire ça. Ouais, Pourquoi pas ça s'entend. pourquoi pas. Je sais pas quelle est Enfin, la il faut position 15 de la ans, CFDT sur le il faut 15 nucléaire. ans je dois pour dire. mettre en place une centrale nucléaire. Non, donc- je sais quelle est la position de la CGT, en revanche. Ah oui, la CGT, on sait bien, Eh mais ben, la CFDT, je ne sais pas. effectivement. Tiens, j'irai regarder. Donc, alors l'autre réforme, Bertrand, assurance chômage, parce que là, il commençait à avoir une cristallisation Oui. qui peut-être est un peu surprenante, non, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a Alors, surpris attention. l'exécutif Attention. de l'ensemble des attention. syndicats contre la Une réforme. réforme des retraites peut faire sauter plusieurs gouvernements, comme disait Rocard. On n'a jamais eu une réforme du chômage faire sauter un gouvernement. Ouais, Bon. sauf
Non. Ça peut être, non, mais ça peut être une cristallisation de plein de choses. Mais Ouais. une réforme de l'assurance chômage en elle-même n'a jamais mis quelqu'un dans la rue. D'accord. Bon, parce que les chômeurs, ils descendent pas dans la rue, voilà. Bon, et puis ce sont des réformes qui sont quand même, on le dit pas assez, mais relativement populaires. Durcir l'assurance chômage. Ouais, Surtout quand, du matin au Tu es en soir, crise de recrutement. on est en crise de recrutement que tout le monde connaît. Il n'y a pas que les patrons qui s'en rendent compte. Les salariés aussi, on n'arrive pas à recruter. Sur ce sujet, donc, je pense que c'est politiquement beaucoup moins dangereux, même si c'est la cristallisation autour d'un certain nombre de sujets peut donner une dimension très antisociale et cristalliser les mécontentements. Mais en elle-même, cette réforme de l'assurance chômage, dont les contours restent à définir, ne pose pas de difficultés politiques, à mon avis. Simplement, l'idée, je pense qu'on modifie les paramètres de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture, pour peu que ce soit lisible, clair, etc. Je pense que toute personne sensée peut se rallier à cette idée. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des pays. Ouais. Je veux dire qu'en France, on a assoupli l'assurance chômage pendant la crise, on a même créé des allocations transitoires pour des personnes qui étaient dans les trous au moment de la crise du Covid en 2020. Les anglo-saxons ont doublé la durée d'indemnisation, les Allemands ont aussi fait tout un tas de choses. On le fait déjà, en fait. Là, il s'agit simplement de le mettre un peu sous pilotage automatique avec des indicateurs, Oui, etc. de durcir quand même aussi les conditions d'indemnisation. Dans le cas où ça va bien. Bon, la difficulté, c'est que le diable est dans les détails. C'est que ce genre de règle automatique consiste quand même à regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire que les données, si on regarde les données du premier semestre sur l'emploi et le chômage, en particulier sur l'emploi, les créations d'emplois, on a terriblement envie, effectivement, de réduire l'assurance chômage. Ouais. Bon, mais une réforme mais je ne suis pas sûr que la situation de l'emploi début 2023, Ouais, je comprends ce que tu dis. une réforme, sera la même. Et on a quand même le risque d'une réforme à contretemps. C'est ça la difficulté. Oui. Et alors en plus, il se trouve qu'en France, on a un track record, pour parler mal, assez fort sur les réformes procycliques de l'assurance chômage. Et là, c'est Madame Aubry qui décroche le trophée, évidemment, du vainqueur, puisqu'elle a fait la plus dure réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire l'allocation unique dégressive en 92. C'est une bonne idée, juste quelques mois avant la récession. Et ensuite, elle a fait la réforme la plus généreuse de l'assurance chômage en 2000, là où il y avait 700 000 créations d'emplois. Bon. Et donc, voilà, il ne faudrait pas tomber dans ce... Voilà. Mais Madame Aubry n'est pas que la dame des 35 heures. Madame Aubry est aussi la ministre de l'allocation unique dégressive. Comme on a commis à peu près toutes les erreurs dans ces domaines-là, on a de quoi apprendre de nos erreurs. Ça, c'est la version optimiste. Donc, à mon avis... Non, mais c'est intéressant. Mais il n'y a pas l'idée quand même que ça suive la conjoncture, justement, et que ça Si, c'est bien s'adapte ça. en fonction de... La conjoncture, elle est tout... Enfin, les seuls chiffres en dur qu'on a sont des chiffres qui datent toujours d'au moins 2-3 trimestres. Ouais. Donc, ce qu'on a sur la conjoncture, c'est des enquêtes d'opinion, l'enquête auprès des chefs d'entreprise, etc. Donc, on peut très bien imaginer un système où on fait un mix d'indicateurs, un indicateur synthétique avec des éléments de conjoncture, etc. Ce sera un peu compliqué, il sera très contestable. Alors que les seuls chiffres en dur qu'on a, c'est les chiffres du premier semestre, premier et deuxième trimestre 2022. Ils sont excellents. Ouais. Et on a effectivement envie de durcir l'assurance chômage. Ouais. Mais ça risque d'être à contretemps. C'est quand même toujours un miracle de se dire qu'avec toutes les données que notre administration collecte chaque mois dans tous les sens auprès de toutes les entreprises, etc., on n'arrive pas à mettre un peu d'intelligence artificielle là-dedans. Alors là-dessus, arrive incroyable. Un élément technique dont ne parlent que les directions finances des entreprises, mais qui est l'obligation de la facturation électronique, qui va changer la donne. Je le dis très très vite si vous n'êtes pas au cœur du truc. Facturation électronique, l'ensemble des factures des entreprises de France vont être émises à travers un système visiblement solide qui s'appelle Chorus. Avec lequel marche l'administration d'ailleurs depuis maintenant de nombreuses années, à travers un système qui va passer d'abord par le truchement donc de l'administration avant d'être redispatché vers les entreprises. Attends, ce qui veut dire que, et Bercy le fait en partie pour ça, Bercy le fait pour deux choses. Pour bloquer la fraude à la TVA, ça va être très efficace, et pour avoir, pour le coup, la possibilité d'un pilotage très très fin sur les chiffres d'affaires des entreprises. Ils seront branchés en direct. Les prévisions d'impôts aussi. Et les prévisions d'impôts, mais ils seront branchés en direct sur les chiffres d'affaires des entreprises. Mais Stéphane, il y a déjà un précédent qui a été réalisé par l'INSEE sur la base d'une convention qu'ils ont passée avec les instituts de cartes de crédit. Je rappelle qu'au pire de la récession de 2020, l'INSEE, et il a été leader mondial d'ailleurs là-dessus, a réussi en temps réel à estimer les chiffres d'affaires et le PIB mensuel en avril, mars, mai, juin 2020, au moment où l'économie plongeait et au moment où on n'avait plus de statistiques.
Donc ils ont fait des estimations sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires des entreprises et se sont révélés très proches des chiffres constatés après. Donc on sait le faire. Donc on fait des progrès énormes en matière de Contemporanéité. Quand on a fait le crédit d'impôt instantané des services à la personne, on connaît le mot contemporanéité. Exactement. Et donc là, on s'améliore sur la conjoncture. Mais la conjoncture, c'est pas la prévision. La conjoncture, c'est savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et déjà, un statisticien qui comprend ce qui se passe aujourd'hui, il est déjà très très fort. Mais alors, prévoir l'avenir, c'est encore autre chose. Et en l'état actuel de la science, on est encore sur des modèles très très frustes. Et même l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'arrive pas, au niveau macro, n'arrive pas à donner des choses vraiment valables. Après, ça arrivera peut-être un jour, mais... Tu as toute la séquence essence où, alors j'ai beaucoup dit ici que je n'y croyais pas, mais je vais finir par y croire, où visiblement Bercy est incapable de définir des seuils de revenus, ça me semble sidérant, mais c'est comme ça, des seuils de revenus pour donner un chèque essence à ceux qui en ont besoin et pas à ceux qui en ont pas besoin, quoi, tu vois. Voilà. Pareil sur le chèque alimentation. Pareil sur... Alors, chèque alimentation, il y avait d'autres complexités. Oui, il y avait des complexités encore. Au moins, l'essence, c'est le carburant, c'est assez simple. Alors, pas mal de trucs sur l'emploi. Si vous avez assurance chômage, tu as un truc à dire Non, l'assurance chômage, sauf que je veux bien croire que l'on ait du mal à paramétrer dans le temps, mais là, on est vraiment déparamétré aujourd'hui, parce que vraiment avoir autant d'emplois qui restent disponibles et qui ne sont pas pourvus avec un chômage à ce niveau, c'est que vraiment il y a quelque chose qui marche pas bien. Donc tu as suivi, ils ont mis Pôle emploi en tension. Oui. Voilà, sur les 3 secteurs. Bon, oui, Qu'est-ce que ça veut dire on en a pas mal parlé. Des plans sur les métiers en tension, et il n'y en a pas eu 15 ces 20 dernières années. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a peut-être eu 16 ou 13, je ne sais pas, mais je ne les ai pas comptés. Mais juste parce que c'est le cœur de ton expertise, évidemment, Bertrand. Mais moi, avec la réforme de l'assurance chômage, à un moment, il y a quand même un sujet sur... Tu as un socle, quoi, on va dire. C'est combien 1,5 million de personnes qui n'ont pas vu un emploi depuis plus d'1 an C'est à peu près ça, oui. Un peu plus. C'est pas par des... Un peu plus, même un peu plus. Ouais. C'est pas par des mesures comme ça que tu vas les remettre sur le chemin de l'emploi. Non, alors, la réforme de l'assurance chômage n'est sans doute pas une solution pour remettre sur le marché des gens très éloignés et qui sont dans le chômage de longue durée. C'est pour les remettre rapidement. Voilà, c'est la question des permittants. C'est pour éviter les allers-retours. D'accord. Bon, de ce point de vue-là, la réforme de 2019, qui a été reportée pour cause de crise sanitaire à octobre 2021, donc est rentrée en vigueur il y a 1 an, est une excellente chose. Alors ça devait faire 10 ou 15 ans que des instituts comme l'Institut Montaigne la réclament, et tous les économistes. Enfin, le système était aberrant. Et tu crois que c'est une des clés de nos records de création de postes, là ? Le fait qu'on soit sur des chiffres historiques de création de postes encore... Non, à la marge peut-être, mais enfin la dynamique, elle a commencé avant. Mais ça limite en fait, ça limite quand même le chômage frictionnel en fait. Bon. Pour ce qui est du chômage vraiment de très longue durée, d'abord il faut savoir qu'il y a peu de personnes, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais peu de personnes qui arrivent jusqu'au bout de leurs 2 ans de chômage, ou 3 ans si c'est des salariés plus âgés. En revanche, le problème qu'on a, et c'est pas l'assurance chômage, c'est la question du RSA. Je rappelle qu'il y a pratiquement 2 millions de titulaires du RSA. Et même pas la moitié d'entre eux est inscrit à Pôle emploi. Et ils font l'objet d'un accompagnement retour à l'emploi qui n'est pas très intensif, on va dire. Et donc là, il y a un énorme sujet qui me paraît encore plus important que la question de l'assurance chômage. Le RSA est versé de fait en France sans condition, alors même que la loi donne des contreparties. Je rappelle que la loi n'a pas institué, ni le RMI, ni maintenant le RSA, n'a pas institué une allocation universelle. C'est une allocation sous condition d'effort d'insertion et de retour à l'emploi. Et ça, on l'a complètement oublié. Effectivement, cette contrepartie, elle est difficilement accompagnée. Mais oui. C'est une contrepartie qui est absolument déterminante. Je pense que c'est le socle du contrat social, d'ailleurs. Oui. C'est de dire aux gens, on vous accompagne et on vous accompagne pour que vous retrouviez une autonomie. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis fondamentalement contre le revenu universel sans condition. Et aujourd'hui, c'est malheureusement en train de devenir une sorte de chèque pour solde de tout compte. Oui. On dit aux gens, on vous donne... Comme le fait le RMI. Mais oui, mais comme pour 2 millions d'allocataires, il te faudrait, allez, on va dire 1 pour 10, au moins 200 000
personne pour les encadrer ou pour accompagner le retour. Non, je pas pense que 200 l'on 000, peut tout à non. fait passer des contrats, des conventions avec des associations, des gens locaux Oui, qui sûr. les accompagnent. Intéressant parce qu'on a eu cette discussion et tu étais déjà sceptique. Aujourd'hui, tu nous parlais de Roussel et la gauche des allocs. Ouais. Ruffin, Bah, allons-y sur la gauche des allocs. Ruffin a sorti son livre peu de jours avant avec un peu le même diagnostic, c'est-à-dire on parle plus, on sait plus parler Bah oui. aux travailleurs et ils partent tous voter Marine Le Pen, ce qui est effectivement statistiquement ce qu'on constate. Et Ruffin donne dans son livre exactement cet exemple-là en disant en fait on s'est fait piéger par la majorité sur le RSA et les contreparties du RSA. Où on a tous dit, la gauche a dit d'un seul homme, c'est inadmissible de demander ça, etc. Et dit c'est exactement ce que nos électeurs, enfin les électeurs en tout cas ouvriers, employeurs, attendaient. Qu'il y ait des contreparties au RSA. Il y a des contreparties au RSA. Et tout ce qui est en train de se stigmatiser là, c'est des déclarations côté Roussel très populistes, ils ont au moins la lucidité de reconnaître qu'ils ont un problème. Pardon, Tiens, on va voir. Attends, juste je dis parce que C'était intéressant de se dire, en fait, il dit on a été piégé je suis là-dessus, pas on d'accord est sur allé les comme un seul homme déclarations sur ce très populistes. sujet. je veux juste qu'on voit le joli tweet de Roussel qui cite Victor Hugo pour. Ouais. C'est pas tous les jours quand même, voilà. Hein. Non, mais je ne suis pas d'accord sur le qualificatif de populiste et je tiens à le dire d'ailleurs avec beaucoup d'émotion. J'ai un père qui m'a élevé, qui était un communiste, un fervent communiste. J'ai été élevé par un communiste qui m'a transmis la conviction que le travail est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une gauche qui soit ancrée dans ces valeurs-là, qui l'assume et qui le revendique. Oui, mais qui c'est pas occupe sa le place. sujet, il n'y a pas de problème avec ça, Leonidas. Oui. Qui occupe sa place dans Monsieur le débat Roussel aussi, public. et Monsieur Ruffin, c'est ce qu'elle Moi, je expliquait. pense que Ruffin aussi. l'erreur de la gauche a été clairement de vivre dans un monde idéalisé du travail qui n'était pas la réalité que vivaient les gens. Et je pense que le succès d'En Marche, c'était ça. Et là, quelque part, je trouve que Ruffin a l'honnêteté. Moi, je trouve que son interview sur France Inter était hyper intéressante parce qu'il a l'honnêteté de reconnaître. Et il voit bien, lui, pour le coup, c'est terre de la Somme. Ah, il est Amiens, là, il voit la vérité. Et en première ligne, il voit bien la vérité que cet électorat, aujourd'hui, vote Le Pen à 200% et qui se retrouve confronté à des gens qui disent « mais nous, on ne comprend pas la cistana dans ce pays ». Ce que je trouve, pour le coup, démago et stigmatisant, c'est la déclaration de Roussel sur... il dit la même chose. Pourquoi est-ce que ce serait démago pour Roussel et pas pour Ruffin? Il a exactement la tactique du FN. C'est-à-dire, il se met sur une ligne de clivage et il tape sur la gauche des allocs en faisant aucune proposition. Non, mais Ruffin essaie quand même de dire on va essayer de réconcilier ces deux parties. Non, il parle du travail, il parle de Attends, laisse finir Julie, Leonidas. Des allocs. Mais il parle de la valeur travail, il dit que la valeur travail est la valeur cardinale de la gauche et que ce n'est pas les allocations la valeur cardinale de la gauche. Et de ce point de vue-là, il en peut termes de définir en priorité, il a positif raison. sans chercher forcément où est l'opposition et la stigmatisation d'un camp adverse, où je trouve que c'est là où, en fait, pour moi, ça, c'est typiquement les méthodes du FN, quoi. Et là où il devrait expliquer comment la valeur travail est dans son programme, dans ses propositions, en positif, quoi. Bon, je trouve en tous les cas que de rappeler que le discours de la gauche et ce qui lui donne son ADN, ce n'est pas systématiquement de dire qu'il faudrait travailler moins, que le travail serait l'ennemi de l'homme, que le travail serait un esclavage, mais que le travail est émancipateur, que ce travail-là est une richesse et que c'est ce qui permet de s'élever. Moi, c'est ce que j'attends de la gauche et de son rôle politique. Mais sur le travail du dimanche, il y a quelques années, la gauche était vent debout en disant c'est impossible, etc. Sauf qu'il y a une réalité qui est qu'il y a du chômage dans ce pays. Il y a des gens qui peuvent trouver un emploi le dimanche, pourquoi les en empêcher quelque part? C'est là où, effectivement, je pense que la gauche s'est déconnectée. Ouais. Mais elle est en train de se reconstruire. Sur les acquis, et puis se concentrant sur les acquis, et pas sur le progrès et la dynamique. On peut en reparler d'ailleurs sur la question du chômage. Là où je vous comprends mal, c'est sur le regret qui est le vôtre, parce que je trouve que c'est une très très bonne chose que la gauche renoue avec ce qui est en quelque sorte sa mission politique et sociale. Elle doit porter le discours de la valeur travail face à... Vas-y, un mot Bertrand, et puis on marque une pause. Et élargir la mission historique de la gauche, c'est de défendre ceux qui protègent le peuple, c'est-à-dire la patrie, le travail et l'éducation. Elle a dénigré la patrie. C'est la gauche Troisième République, ça.
C'est Clémenceau, quoi, voilà. C'est l'origine. Et Jaurès. Oui, bah, bien sûr. ouais. Si la gauche ne des défend pas entrepreneurs. ça, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, Mais elle n'existe pas. elle n'existe plus. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Ah, donc on sabote l'éducation nationale, mais on met ses enfants à l'école alsacienne. Comme quoi, il n'y a quand même pas totalement un manque de lucidité. Donc la valeur travail, c'est la question des 35 heures, évidemment. Et puis la patrie, c'est évidemment le dénigrement systématique et le traitement de fasciste dès qu'une personne parle un petit peu de patrie, de valeurs patriotiques. C'est dommage, c'est le patrimoine de la gauche qui a été complètement bradé. Et politiquement, ça ne paye pas. Pour moi, la prise de conscience, c'était un peu les 35 heures. Pensez qu'un gouvernement qui donne des 35 heures sans contrepartie, cadeau bonus. Voilà. Moi, je me rappelle, j'étais au ministère des Finances, j'ai eu 15 jours de vacances de plus, comme ça, de chèque. Et alors, pensez qu'un tel gouvernement... Et quelques mois après, il n'était même pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, il faut croire que ça n'a pas marché. En fait, le peuple, il n'a pas été dupe. Parce que quand on raconte au peuple qu'on peut travailler moins en gagnant autant, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études d'économie pour comprendre que ça ne tourne pas. En fait, c'est quand tu as fait trop d'études d'économie que tu te dis que ça peut tourner. C'est ça une le majorité problème. d'économistes qui ne croyaient pas. Une majorité d'économistes qui ne Allez, on marque une pause. Voilà. On repart. Encore un mot sur... Juste parce que après je vais pas en parler et puis comme je fais des sommaires après on dit donc la grande démission remplacée par le grand regret. Je sais pas si vous voulez, mais juste dire. Donc c'est la tendance qui monte aux États-Unis. Qui monte, en fait le papier là qu'on voit là m'a été envoyé par le DRH d'une grande boîte du CAC 40 qui travaille beaucoup aux États-Unis et il m'a dit qu'effectivement, donc c'est pour ça que j'en fais écho, il m'a dit qu'effectivement c'était quelque chose qu'il constatait. Donc en gros une série d'études qui arrivent aux États-Unis et qui montrent que un certain nombre de ceux qui ont démissionné se disent, comme le dit l'article, que l'herbe finalement n'est pas plus verte ailleurs. Et ils sont pour beaucoup d'entre eux, alors c'est des études partiales, on va voir comment tout ça va arriver, mais pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, ce serait l'idée que, oui, effectivement, on va essayer de retourner. Non, juste un petit commentaire, c'était... Encore un des effets du fameux nouveau monde post-Covid qui en fait totalement pchit. On retourne au bureau. Ce même DRH de très grands groupes me disait mais maintenant on est intransigeant sur 2 jours pas plus de télétravail et encore. Donc on retourne au bureau, on retourne dans des boîtes on va recommencer le business comme il était avant. Voilà. Il y a eu une tentation. Voilà, et puis les gens... Tentation de liberté. Non, mais les gens finissent par en souffrir énormément. Ils reviennent en disant mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, il y a un nouvel outil, c'est le télétravail. On a appris à vivre avec. C'est un des paramètres. C'est enrichissant de pouvoir jongler avec, mais que ça soit une panacée et un nouveau modèle, c'est absurde. Après, on voit bien qu'on est sur des interprétations des phénomènes post-Covid. Enfin, le fait que le Covid a quand même été un choc et qui structurellement bouleversé notre rapport au travail, je pense que ça, c'est quand même une réalité. Tu crois que ça reste une réalité ? Moi, je pense que ça changera forcément. Après, c'est vrai qu'aux US, tout est amplifié parce que... on a quand même des boîtes qui ont licencié massivement en pleine crise sanitaire, des employés dont le contrat à la couverture santé dépend quand même de leur emploi pour les réembaucher quelques mois plus tard. On comprend qu'effectivement, c'est une rupture aussi du contrat de confiance et tout ça dans un moment où le marché de l'emploi était hyper dynamique avec beaucoup d'opportunités de job. Les gens se sont dit, attends, prenons le temps de réfléchir. Avant d'y retourner, je vais réfléchir 2 secondes. Beaucoup de possibles ouverts. La réalité, c'est que les jobs qualifiés, intéressants, de qualité ne sont pas répartis de manière équitable sur le territoire, que le full télétravail, c'est quand même compliqué, que non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, il y a évidemment le balancier est parti très loin, il va revenir. Ouais, moi j'ai l'impression. Mais il ne va pas revenir, je pense qu'il ne reviendra pas exactement là où il était, mais c'est plutôt pour le mieux. Enfin, il va y avoir un ajustement. Après, je pense que les employeurs sont très contents de se dire, ça y est, ils regrettent. Exactement. On a envie de pouvoir... Bon, je pense que ce n'est pas aussi simple. Non, en plus, je ne peux pas citer son nom, mais la boîte en question est quand même très connue pour la qualité exceptionnelle de ses ressources humaines. Voilà, elle a les moyens
Bertrand, tu as un Non, commentaire je là-dessus? crois que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le fait qu'aux États-Unis, il y a une vague de licenciements très, très, très massive et très violente pendant quelques mois, au plein cœur a pu distendre le lien entre les salariés et les entreprises. Et bon, c'est pas des mouvements qu'on observe en France. Hein. Il n'y a pas de quiet quitting, il n'y a pas de ce mouvement. Il y a une hausse des démissions, mais qui s'explique assez facilement par le niveau de la conjoncture exceptionnelle. Oui, il y a Mais quand il y a même un pas- record de rupture de CDI. Oui, il y a un record. Mais effectivement, j'ai lu c'est comparable pas à dans des- 2007 et à 2000. C'est-à-dire, voilà, Pas dans des proportions absolument anormales, on va Ouais, dire. on est Et d'accord. par ailleurs, ce ne sont pas des gens qui vont élever des chefs dans le Larzac, c'est des gens qui trouvent un travail ailleurs, modulo peut-être en passant un petit peu par l'assurance chômage, bon, mais en étant sûr de retrouver du travail, c'est quand même mieux comme ça. Mais il n'y a pas de mouvement, et par ailleurs, et ça c'est très encourageant, la population active ne diminue pas du tout, elle augmente. Ce qui fait que les gens ne quittent pas le marché du travail. Ils restent sur le marché du travail, simplement ils essayent de voir si effectivement ils ont de meilleures conditions de travail ailleurs, voilà, ou de meilleurs salaires. Donc, fin du quoi qu'il en coûte, c'est une source gouvernementale, on va dire ça comme ça, que j'ai lu dans les Échos, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, l'idée que, même si là, en fait, Elisabeth Borne a confirmé qu'on allait continuer, mais de manière moins importante, une forme de bouclier énergétique. Mais cette phrase m'intéresse beaucoup. On voit une crispation de plus en plus forte au sein de la population à l'égard de la distribution de chèques dont chacun s'estime injustement privé. C'est un peu ce qu'on disait sur le RSA, quelque part. Mais c'est le paradoxe de la dépense publique. Mais le paradoxe de la dépense publique, c'est qu'il mécontente finalement tout le monde. Exactement. Ceux qui le touchent disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec 100 € aujourd'hui ? Ceux qui ne le touchent pas, ils disent pourquoi pas moi. Finalement, ça crée une attente et cette attente, elle engendre toujours une attente toujours supérieure. Il faudrait que ce soit toujours plus que ce que ça a été. Et donc finalement, tant mieux si la prise de conscience est en train de venir maintenant. Je trouve que la pente sur laquelle on était gravissime. Parce que ça finit par créer un rapport entre la totalité des citoyens qui se disent bon, bah, que fait l'État ? Il y a un chèque énergie, il y a un chèque alimentation, je voudrais un chèque école, il y en a un. Oui, on a compris. Chaque rénovation des Le bâtiments. chèque rénovation des bâtiments. Et Dans donc ma salle de finalement, la totalité de la nation finit par Le être dans chèque salle de bain, il est bon celui-là. Mais, bah oui, Faire des pourquoi travaux, pas, par exemple, faire pour des travaux, les personnes âgées. Non, c'est la Voilà, rénovation énergétique voilà. des bâtiments. Celui-là, ça, c'est un chèque légitime parce que c'est le bien public. Non, mais C'est le bien commun, On peut c'est le toujours climat. trouver, oui. Non, mais il n'y a pas un domaine dans lequel on ne peut pas imaginer que l'intérêt général puisse Oui. aller gagner du terrain pour justifier qu'il y ait un chèque étatique. Donc ça finit par créer une attente perpétuelle. Toutes les imaginations sont braquées sur que fait l'État. Et forcément, l'État ne sera jamais à la hauteur de ce que peut être cette attente inassouvie et qui sera forcément déçue et frustrante au bout du compte. Donc c'est une tension qui va naturellement, à un moment donné, à la rupture de la tout à fait. révolution. Donc qu'on arrête les frais maintenant, il en était largement temps. Mais- Julie ? Attends. C'est intéressant parce qu'en fait, enfin, je suis évidemment tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de tout de suite, on arrive avec une réponse avec un chèque. Qu'on ne saura pas forcément mettre en place, c'est le cas du chèque alimentation, enfin, cette idée du ticket resto, en fait, qu'on sait exactement fléché, orienté, etc. Ça serait formidable, quelque part, c'est le dernier kilomètre de la politique publique qui est quand même super compliqué à faire. Et moi, j'avais une discussion avec le patron d'une grosse boîte qui me disait, mais c'est compliqué quand des primes Macron passent par les feuilles de paye aussi, parce que quelque part, on essaye de donner une subvention aux gens qui passent par les entreprises. Enfin, c'est hyper complexe, en fait, ce dernier kilomètre pour être sûr que l'argent arrive à la bonne personne et soit dépensé au bon endroit. Tout à fait. Le sujet, et tout ça s'appelle chèque, qui est quand même, rien que sémantiquement, un sujet où on se dit, mais c'est quand même une espèce en voie de disparition. Et on voit bien qu'en fait, c'est vertigineux, quoi, cette attente sociale de tous les secteurs qui arrivent au guichet pour demander leur chèque. Enfin, le truc n'est juste plus tenable. Et c'est un peu le débat sur finalement les essentiels ou pas essentiels. Enfin, au moment ça positionne l'État dans un rôle d'arbitrage permanent entre les concitoyens, entre les différents citoyens. Un temps d'arbitrage, quand on voit ce que coûterait la rénovation de nos prisons, qui sont une honte nationale et qui, quand même, à un moment donné, sont un sujet politique, et l'argent que l'on met sur des chèques de soutien au pouvoir d'achat, enfin, il y a un moment où on est quand même assez
perplexe sur la capacité à résister effectivement à cette attente qui est quasi quotidienne, qui est de dire je veux mon argent sur à peu près tous les postes. Et donc que on revienne un peu à la raison, enfin, je pense qu'il était très très largement temps. La pente était... Enfin, ils le font sans le dire vraiment, quand même. Notons, parce que non, mais on peut avoir la révolution. J'ai vu ça il y a 2 jours, et puis hier, Elisabeth Borne a quand même un peu insisté sur l'idée que le robinet n'était pas fermé. Quoi. Bertrand, sur l'extension à l'infini de la sphère publique, en utilisant ces arguments, je crois que je sais qu'il n'est pas à la mode, mais Friedrich Hayek, La route de la servitude, 1944, il est indépassable. Voilà. Maintenant, sur l'aspect politique... En une phrase. Ouais. Il décrit exactement comment, dans les pays occidentaux, l'extension de l'État est potentiellement infinie et mène... au bout du bout, mène au totalitarisme. À la route de la servitude. Ouais. Oui, et ça commence par l'économie, et ça commence ensuit le social, et puis ça finit par un État qui contrôle tout. Pardon, je prends cet exemple, parce que sur l'énergie, il y a un tas de solutions entrepreneuriales pour baisser la consommation énergétique dans un tas de domaines, et au lieu de se concentrer sur des solutions qui répondent aux problèmes, effectivement, il y a l'attente de quel va être le montant du chèque et comment on va réduire. Et c'est quand même... au bout d'un moment, ça focalise les imaginations, les attentes, les débats, la vie démocratique sur qu'est-ce que demain matin l'État va ressentir. Et tout ce temps et cette énergie qui est consacrée, il n'est pas consacré à d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes, qui est de développer les solutions. Hein. Et alors, le mystère de tout ça, c'est que je ne suis pas sûr qu'un jour un gouvernement ait gagné une élection parce qu'il avait créé une dépense sociale supplémentaire. C'est ça la question. Mais alors qu'ils sont persuadés du contraire, ils le font pour ça. L'exemple des 35 heures, mais même les allocations qui sont créées, les doublements des allocations, tout ce que fait l'État. J'ai l'impression que parfois dans la classe politique, il y a un sentiment de presque dire que les Français sont ingrats. Après tout ce qu'on leur fait, tout ce qu'on leur donne, tous les chèques, et en plus ils ne nous réélisent pas. Parce que, Bernard Sananès qui était là hier, donc Institut Lab, qui regarde ça de très très près, disait que le chèque essence avait un effet, enfin la ristourne 30%, là, etc., enfin 30 centimes, etc., avait un effet qu'il avait rarement vu en termes de remontée du taux de satisfaction de la population. Voilà, je referme juste la parenthèse. Oui, bien sûr. Non, et donc, il faut penser un politique à 6 ans d'une élection doit penser quand même au coup d'après. C'est clair. Et la déception qui accompagne la fin le sevrage. Et alors, dans ce cadre-là, Léonidas, tu veux parler politique monétaire, la remontée des taux d'intérêt, puisque c'est en partie lié aussi. À un moment, il faut aussi arrêter quoi qu'il en coûte, parce que nos poches, tout à coup, ne sont plus infinies. Que j'aurais souhaité aborder, parce que je suis très circonspect devant le réflexe des responsables de banques centrales qui disent, en substance, notre job, c'est de contrôler le robinet monétaire pour arrêter l'inflation. Comme c'est notre job, on va le faire, et on va provoquer de la récession. Alors que j'avais une boîte qui a des succursales partout en France, qui a une facture énergétique de 400 000 euros par an. Elle est en train de renégocier son contrat. Et les propositions qu'elle a sur la table sont à 4 millions. La multiplication par 10 du coût énergétique va provoquer de la récession, provoque déjà des fermetures du chômage partiel. Donc la récession que de manière volontariste, les banques centrales voudraient provoquer en relevant les taux, on va la voir par une autre inflation que l'inflation, j'allais dire courante, qui est l'inflation énergétique, à laquelle l'augmentation des taux n'a aucun... Sur laquelle il n'a aucun effet, absolument. Aucun effet. Et finalement, on va faire une saignée sur un malade. Donc, qu'on laisse faire tranquillement la récession qui va venir avec la situation économique mondiale autour des pénuries, des ralentissements de la chaîne, de la supply chain sur la totalité des secteurs. Tout ça va avoir des effets qui vont être des effets récessionnistes et qui vont donc avoir également un impact sur l'inflation. Mais d'avoir les banques centrales qui disent, nous, à la limite, on ne regarde pas le reste, c'est notre job, on le fait, je trouve que c'est très étonnant, très, très envie de dire que c'est presque irresponsable.
Et en Enfin, tous les cas, les banques ce que j'ai centrales, la nôtre, constaté- parce que la Ce que situation j'ai aux États-Unis n'est pas la constaté quand même. c'est qu'il y a un écart absolu et symétrique entre les chefs d'entreprise et les économistes sur ce sujet. Les économistes appliquent sur la situation d'aujourd'hui la théorie monétaire en disant s'il y a de l'inflation, la plupart des économistes Ah non, non, comprennent non, et Léonidas. justifient. Ah non, non, non. Alors non, que non, tous non. les chefs d'entreprise disent mais qu'est-ce qu'ils nous font? Non. Alors pardon, mais là, Alors, on n'a pas croisé les mêmes économistes. oui, parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé autour de cette table. Non, ils savent très bien que la Banque centrale est coincée. oui. Point à la ligne. C'est-à-dire, elle sait parfaitement que c'est des causes exogènes qui provoquent une grande partie de l'inflation, 50, 60, 70%, peu importe, que la politique monétaire n'y fera rien. Et en même temps, elle est quand même obligée à un moment d'envoyer. L'histoire, c'est toujours, et on nous l'a bien expliqué la semaine dernière, casser les anticipations. Ouais. C'est-à-dire, l'histoire, c'est envoyer un signal à l'ensemble du monde économique qu'on ne tolère pas l'inflation et qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête qu'ils vont vivre dans un monde d'inflation durable. Voilà. C'est toute la dimension sociologique, humaine, psychologique de l'économie. D'accord. Moi, Et je donc, pense tu quand fais même ça pour que ça. L'ensemble des agents économiques lisent les journaux et qu'ils sont en train de constater que l'on est progressivement en train d'arriver à un alignement de chiffres qui vont nécessairement freiner la croissance et qui n'avaient absolument pas besoin d'un signal des banques centrales pour avoir ces anticipations. Ça se discute. Non, mais c'est pour ça se discute. Je te donne l'explication, mais en tout cas, non, les économistes sont très réservés là-dessus. Hein. Mais Christine Lagarde aussi, d'ailleurs, elle a une certaine franchise. Franchement, on peut leur reconnaître ça, une certaine franchise dans la situation pour reconnaître qu'elle est très très compliquée à juguler en Europe. C'est plus simple aux États-Unis. Oui, alors, on pourrait dire que si on doit critiquer les banques centrales, c'est peut-être moins d'agir que d'agir beaucoup trop tardivement, c'est-à-dire après une période d'addiction à la création monétaire qui est quand même très très irresponsable des dernières années. Après, c'est l'historien qui... Ça arrive un an avec un an de retard, oui. Au moins, je ne suis pas sûr qu'on ait eu besoin de taux négatifs pendant plusieurs années, alors même qu'il n'y avait pas de récession, etc. Mais on a une drogue monétaire qui commence à devenir évidente. Et les banques centrales aujourd'hui, les banquiers centraux sont face à un dilemme absolument terrible. Et par ailleurs, les taux réels, c'est-à-dire une fois qu'on retire l'inflation, sont quand même encore très négatifs. Donc on n'est pas encore, c'est pas encore la politique Volcker en 1979 où les taux sont à 20%. Non, on va pas y aller là, parce que là. Pardon Bertrand, mais il y a un point quand même sur la nécessité de créer de la récession un peu artificielle. On est quand même dans un moment où il va falloir investir considérablement pour mettre notre économie en situation d'être beaucoup moins vorace sur le plan énergétique. Et ça demande des investissements. Ce n'est pas une question de chèque, c'est pas une question de politique, c'est pas une circulaire qui va libérer notre économie de la dépendance énergétique. Ce sont des investissements, ce sont des innovations. Et donc, on ne peut pas rendre les banquiers centraux responsables de nos politiques énergétiques européennes ineptes et aussi de notre politique agricole, de tout un tas de tout ce qui fait je ne parle même pas des politiques de sécurité. Tout ce qui fait l'avenir du pays, ce n'est pas les banquiers centraux qui l'ont saboté ces dernières années quand même. Donc on ne peut pas demander aux banquiers centraux de financer le renouveau d'un programme énergétique. Non, mais au-delà du programme énergétique, il y a des investissements dans le nucléaire. Que toutes les boîtes arrivent à avoir des investissements qui permettent d'être plus sobres sur le plan énergétique, c'est des investissements. Ce sont du nouveau matériel, ce sont de nouveaux équipements, c'est toutes les lampes LED. Enfin bon, c'est des investissements, mais c'est des innovations. D'où Léonidas, d'où la volonté de rajouter un petit peu de récession à la récession pour casser les choses le plus vite possible et pour ne pas avoir justement, puisque tu allais en venir là, à remonter des taux d'intérêt qui rendraient l'ensemble de ces investissements beaucoup trop chers. C'est ça que tu voulais dire. Oui. Et donc l'idée, c'est effectivement d'agir avec une certaine détermination, 0,75 points de base, pas non plus comme ils disent, pas non plus Volcker, peut-être de monter à 1,5 et de se dire qu'à ce moment-là, les anticipations seront cassées et qu'on pourra s'arrêter là. C'est un peu ça le schéma, si tu veux. Alors, si ça s'arrête là, on aura peut-être trouvé le chemin de crête. C'est le chemin de crête. Le chemin de crête est ténu. Mais franchement, ils sont dans une situation... Oui, enfin, pardon. Voilà, avec tout ça, comme le dit Bertrand, avec tout ça, avec la gestion du mur de dette des États, qu'il ne faut pas foutre par terre. C'est la grande différence avec les années 70, d'ailleurs, parce que la hausse énorme des taux d'intérêt au début des années 80
s'est exercée dans un contexte où les États étaient très peu endettés. Tout à fait. Et donc, ça n'a pas mis les États sur la paille. Si on avait un Volcker à la tête de la Banque Centrale Européenne, ça veut dire qu'un certain nombre de pays européens sont en cessation de paiement, et pas des moindres. Donc, on peut pas. Donc, la politique monétaire est soumise aujourd'hui à la politique budgétaire. Donc, ce qui limite le risque que les banquiers centraux augmentent les taux de manière inconsidérée. Enfin, Un petit mot, puisqu'on parle d'énergie, parce que ça m'a beaucoup intéressé. On va voir ça, sondage Louis Harris. Énergie, sobriété, climat. Donc nous sommes visiblement prêts à la sobriété. Les Français sont conscients que cette situation de tension sur l'énergie n'est pas forcément exceptionnelle, mais va sans doute se prolonger à long terme. Donc sondage Harris Interactive, 61% des personnes interrogées font d'ores et déjà des efforts sur l'eau chaude et 55% baissent d'ores et déjà la température de leur logement. On ajoute qu'une partie des Français ressent un manque d'informations, notamment dans les logements collectifs, sur l'intérêt de leurs efforts individuels. C'est un sujet très intéressant parce que le thème de la sobriété là, qui s'est imposé, il faut bien qu'il y a finalement des agendas qui se télescopent entre une situation qui est liée à la fois à l'Ukraine, à la crise de production du parc nucléaire, à la sécheresse de cet été, et évidemment à la crise climatique de manière générale, où on sait qu'il faut à la fois pousser le nucléaire, pousser le renouvelable et pousser l'efficacité énergétique. Et donc ça montre bien qu'en fait les Français ont bien compris. Il y a ce levier très court terme qui est notre souveraineté. Et quand même, quand on voit les films de propagande de Gazprom qui coupent le gaz, je ne sais pas si vous avez vu. Non, je n'ai pas vu. Gazprom a fait un film de propagande où, en gros, on voit quelqu'un tourner le bouton du gaz et l'Europe plonger dans le noir. Ah. C'est assez incroyable. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un levier de mobilisation qu'on n'aurait pas soupçonné. Je pense que si au moins ça sert à ça, c'est-à-dire de se dire il faut qu'on se défendre par rapport à... C'est presque une contribution à l'effort de guerre. Mais oui, bien sûr. Il faut se défendre contre ça. Mais c'est ça. Et ça, je pense que c'est quand même assez puissant. On n'aurait pas mis le sujet aussi haut à l'agenda des Français, des entreprises, s'il n'y avait pas eu cette situation exceptionnelle. Après, je pense que du coup, ce sondage-là, pour moi, dit, les Français ont compris que ce n'est pas le sujet de l'été, de l'hiver 22. Que potentiellement, ce qui se passe aujourd'hui en Californie, où il y a à la fois les sujets de sécheresse, d'ouragan et tout qui se télescope, et où on demande aux propriétaires de voitures électriques quand même, ceux qui ont des voitures à essence peuvent rouler, mais ceux qui ont des voitures électriques ne peuvent pas recharger pendant une durée de temps. Ce sujet-là va se répéter d'un hiver à l'autre, même si un des facteurs se résout, mais Julie, les Français vont apprendre, et c'est un effort de pédagogie intéressant. Alors, pas de il y a un coup à jouer en matière de communication intelligente cet hiver. On peut tous, mais il faut qu'il y ait la bonne. Il faut qu'il fasse comme pour le Covid, il faut qu'il demande à quelqu'un, alors pour le coup, un entrepreneur de l'affaire, cette appli. Il faut qu'il y ait la bonne appli pour RTE, pour les alertes, etc. Qu'on soit tous ensemble à un moment, à clac, parce que bien sûr, mais RTE. Mais ça peut être. C'est très bien. Oui, très bien, mais ça peut être une mobilisation nationale, je trouve formidable. Enfin, j'espère. On est d'accord. Il y a cette application. Il ne faut pas rater ce coup-là. Et EcoWatt est vachement bien. Ils sont en train de signer plein d'accords avec les entreprises. Pour l'instant, c'est de l'opt-in de volontariat. Mais quelque part, j'étais en Grèce l'été dernier. EcoWatt, tout le monde a reçu sur son. C'est le tous anti-Covid de la crise énergétique. C'est de dire, voilà, on est en zone verte, tout va bien, et puis soudain, on est en orange. C'est exactement où t'es, rouge, et le jour où il y a un risque de délestage, t'es prévenu en disant vous coupez votre consommation, etc. Et moi, je suis sûr que les Français sont réceptifs à ça. En vrai, on est en train de réinventer. Des pratiques qu'on a vues chez nos parents, nos grands-parents, sur les heures creuses. Il y a plein de choses qui sont déjà. Elle est dure avec nous, nos parents, nos grands-parents, on l'a vécu. C'est du bon sens. C'était nous aussi. C'est du bon sens. Et c'est vrai qu'on manque juste, les gens manquent d'informations. Je pense qu'on serait prêt à faire beaucoup d'efforts, y compris dans les boîtes. Mais effectivement, pour baisser de 10%. Sur leur téléphone portable, non, mais c'est tout à fait nécessaire. Ouais. EcoWatt, Bertrand, tu as téléchargé EcoWatt? Je vais télécharger EcoWatt. Non, mais ça rappelle la chasse au gaspillage des années années exactement, 70. mettez un pull. Ils avaient de bons communicants à l'époque, dans les années 70. Tout à fait. Voilà. Mais enfin, c'était aussi le moment où la France devenait le plus grand spécialiste de production d'électricité nucléaire, avec la France probablement des plus grands exportateurs du monde d'électricité. Voilà. Donc c'est très bien. Sic transit Gloria Mundi. Tu vois que j'aimerais quand même qu'on comprenne pourquoi la loi actuelle énergétique continue de prévoir la fermeture de 12 centrales nucléaires. Il faudra qu'on m'explique quand même. Voilà. Ne le dis pas trop fort, parce que Jean-Bernard Lévy, ça lui a valu d'être taxé d'irresponsable et de... Oui, alors après, on n'est pas obligé qu'on ait responsabilité. Bon, 5 minutes, le lobbying Uber. Oui. Qu'est-ce que tu tires de cette... Puisque tu es... Alors,
Oui. Oui, lobbyiste, Total et puis même lobbyiste, dans la oui. fédération, il y a une fédération professionnelle d'ailleurs du secteur, non? Moi, j'ai accompagné donc je n'ai pas accompagné la fédération des Bon, mais des 5 VTC. minutes, Mais ce débat me semble mettre en exergue, je crois qu'on a mis de côté la question de savoir si oui ou non Emmanuel Macron avait trop dialogué avec Uber. Il a dialogué avec Uber. Non, puis il a dit, on l'a il montré, a là, dit, il en est voilà. fier, ça Bon, m'en il en touche est sans faire fier, bouger il l'autre. va très bien, Ouais, très bien. et- Moi, c'est le point de vue des lobbyistes qui Non, m'intéresse. il y a une chose que je trouve intéressante qui a été évoquée par Aziz Seni, qui a lui-même une entreprise de VTC qui est bien plus ancienne qu'Uber, c'est qu'il dit en substance, moi j'ai essayé de dialoguer avec les pouvoirs publics pendant des années, personne ne m'a écouté, puis un jour il y a Uber qui arrive, et puis il rafle la mise et, C'est vrai, et il tout a le dit monde ça. l'écoute. Et ça, c'est un point qui, moi, m'intéresse parce que je considère, et c'est vrai que c'est mon métier, que je suis très fier de ce métier, il est à l'intersection entre les représentants de l'intérêt général et tous ceux qui contribuent à l'intérêt général par leur liberté d'entreprendre. Et il y a une jonction entre les deux, c'est que beaucoup d'entreprises apportent de la plus-value en termes d'intérêt général. Et donc, il faut être au milieu pour assurer ce dialogue. Et ce que je peux regretter, et c'est un regret qui doit nous interpeller en termes de fonctionnement de la démocratie, c'est que des entreprises innovantes, nouveaux entrants, hors des écrans radars des États, des administrations, des gouvernements, des ministres et des parlementaires, ne puissent pas être entendus parce qu'ils ne sont pas armés en lobbying, comme un certain nombre de grandes boîtes peuvent être armées. Mais ce point-là, qui est un vrai Très problème de la intéressant. démocratie, nécessite d'abord que l'on cesse de considérer que le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises serait un dialogue malsain. C'est un dialogue qui est sain, c'est un dialogue qui est indispensable. Et une fois que l'on a accepté le principe, il faut se dire que lorsque l'on dialogue avec des entrepreneurs, il y a des grandes boîtes pour lesquelles l'État a l'impression de dialoguer avec ses équivalents, avec quasiment quelqu'un qui a rang de ministre, qui vient avec ses conseillers. Bon. Et puis il y a d'autres boîtes qui viennent avec une innovation, avec des startups, avec 5 salariés, qui ont peut-être quelque chose d'extraordinaire à proposer. Et il s'avère que, encore aujourd'hui, un ministre, un cabinet, un parlementaire, devant une ETI, une grande boîte, une entreprise du CAC 40, accompagnée de surcroît, dit prenons un rendez-vous, et devant un entrepreneur qui vient et qui dit j'ai un truc génial à vous proposer, je voudrais vous rencontrer, il dit vous êtes qui ? Alors Aziz va même plus loin. Il dit, ils nous ont pas écoutés, surtout ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit, et si vous le faites, on va vous casser les reins. Voilà. Alors c'était il y a 2 jours, allez voir Bismart il y a 2 jours, on s'est bien écharpé sur le sujet. Aziz Seni a totalement raison de mettre en avant cet élément-là, parce qu'il met en exergue le déséquilibre qu'il y a entre une entreprise qui vient avec une structuration de son message qui fait qu'à un moment donné, il dialogue avec les pouvoirs publics presque d'égal à égal, et puis un entrepreneur comme Aziz Seni à qui on dit vous vous couchez, sinon on vous casse les reins. Voilà. Alors il s'avère que moi j'ai fait tomber 20-25 monopoles depuis que j'exerce mon métier, que mon métier c'est de faire tomber des monopoles, et je sais ce que l'on dit aux tombeurs de monopoles, on leur dit effectivement on va vous casser les reins. Bon ben on résiste. Non, On c'est est là. intéressant. Julie, un mot? C'est un peu ton métier aussi? Pas lobbying, Oui, mais en non, tout mais cas pas- accompagner pas- la communication d'un pas certain nombre directement. d'entrepreneurs. Moi, j'ai pas compris forcément. Il me semble en tout cas qu'aujourd'hui, pour les entrepreneurs, on a changé d'époque aussi par rapport à ce moment Uber, etc. Qu'aujourd'hui, quand même, les échanges sont là et qu'on a un gouvernement qui est relativement ouvert aux entrepreneurs et qui a compris, l'intérêt de dialoguer avec eux. Donc, je trouve que le sujet se pose moins aujourd'hui. La révolution. C'est un peu ce que je répondais à Aziz, c'est-à-dire. Mais bon, là, allez voir l'émission. C'est-à-dire, ils arrivaient quand même avec quasiment un projet de société, Uber, qui était très intéressant. Mais avec... D'où d'ailleurs ce mot ubérisation. C'est bien la preuve qu'ils arrivaient avec quelque chose de puissant. Mais et donc, pardon, mais voilà, juste c'est pas comparable technique de lobbying. Un mot. Dans un cas, on vient avec un discours politique, et dans l'autre cas, on vient avec une entreprise qui a son propre modèle et auquel on dit non, mais votre modèle, il colle pas avec la loi. C'est pas comparable. Et donc, effectivement, il y a toute une technique qui consiste à tenir un discours politique à des politiques. Et cette technique-là, c'est ce qui s'appelle du lobbying, et c'est là où il y a un point de jonction. Et un savoir-faire.
Et un savoir-faire. Ce sera le mot de la fin. Merci les amis, merci de nous avoir suivis. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.